Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux raconter une histoire? Il y a un numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer sur YouTube, Facebook et TikTok. On poste 6 histoires tous les jours sur YouTube, la chaîne c'est DMG TV. Ce qu'on fait c'est pour sensibiliser, donc s'il vous plaît, toujours laisser un like, commenter, partager. Même si tu n'as rien à dire en commentaire, tu peux quand même dire merci pour l'histoire. Et si tu veux t'adresser à quelqu'un en particulier, tu peux dire peut-être histoire 1, voilà ce qu'il faut faire, ou alors poser ta question directement après avoir le H1 que tu vas écrire, ou alors H2 pour dire histoire 2, voici. Donc, laissez un commentaire, partagez comme d'habitude. On va commencer avec la première histoire. Bonjour DMG, bonjour la famille DMG, bonjour à tout le monde. Je reviens encore avec une histoire. Mais cette fois-ci, c'est ma propre histoire, donc j'en suis pas trop fière. Mais bon, on a tous été jeunes une fois dans la vie. Alors, moi, je suis de la RDC, je ne dirai pas trop mon nom, pour ne pas qu'on me reconnaisse. J'étais étudiante il y a cela 4 ans, 5 ans de ça. J'ai rencontré un monsieur, comme toute jeune fille. Et le monsieur me faisait des cadeaux. Et tout allait bien. Avec le monsieur était engagé, il était marié. Donc, on avait 2 heures pour se rencontrer. Mais je ne sais pas si je l'appellerais le hic ou l'avantage. Je ne sais pas comment l'appeler. Le monsieur s'est pointé toujours chez nous à 6 heures du matin. Qu'il soit lavé ou pas lavé, lui, ça ne lui dérangeait pas. Il me prenait dans la voiture, on se voyait. Et c'est ainsi qu'on a procédé pendant au moins 4 ans. En tout cas, je ne me plaignais de rien. Il me donnait de l'argent. J'étais bien quoi. Mes petites dépenses personnelles, donc tout allait bien. Et je finis l'université. Je me suis lancée dans un business. Et petit à petit, ça commençait à donner. Alors, je ne voyais plus trop son importance. Mais ça n'empêchait que quand j'avais un problème d'argent, comme nous les femmes, on est bizarres, on se fatigue jamais d'argent. Quand je voulais m'acheter un truc ou fêter mon anniversaire ou aller en vacances, je suis impressionnée des 3 petites copines. Mon vieux monsieur était là. Mais c'était plus trop comme avant. C'était plus comme avant. On était en couple, on s'appelait tous les jours. C'était après 1 semaine, après 2 semaines, après 1 mois. Donc lui, il était toujours OK. Il était toujours OK quand je l'appelais. Petit à petit, il y a une amie qui m'a amenée à son église. Je commençais à aller. Et il y avait une séminaire, quelque chose comme ça, je suis partie. Il y avait un prophète qui était venu. On faisait un appel de fonds. On disait, vous qui faisiez des business, ça fait déjà un moment que vous faisiez des business, mais vous ne progressez pas. Venez devant, on va prier pour vous. Si vous avez un petit rein, peu importe ce que c'est, venez s'aimer. J'avais un billet de $50 dans mon sac. J'ai pris l'argent, je suis passée devant. Et dès que je me suis levée, le prophète m'a dit tout justement, cette prière était pour toi. J'avance devant et il me dit, toi, on a troué tes mains. Il y a quelqu'un qui utilise ton étoile. Tu es quelqu'un, tu dois être très loin. Tu es appelé à être une grande dame, une grande femme d'affaires et avoir beaucoup de moyens. Mais tu as des relations, des gens qui t'utilisent. Donc ce qu'ils te donnent là, ce sont des miettes. Alors que le Messie était généreux avec moi. Il allait jusqu'à 20K, 10K de fois. Donc je ne me plaignais pas côté l'argent. Il me dit tout ce qu'on te donne, c'est pour toi-même. Les gens t'utilisent, machin. J'ai donné mon offrande. C'est bon. Bon, comme moi je dis, les prophètes sont toujours comme ça et tout. Deuxième fois aussi dans la rue. Après la convention, ça faisait 2 mois, 3 mois. Entre-temps, moi, je continue avec mon sugar daddy. 2, 3, 4 mois plus tard, je marchais dans la rue, je me promenais dans la rue. Il y a encore un passant qui m'arrête. Maman, j'ai un message pour toi. Bien, comment ça, j'ai un message pour toi? Le monsieur m'a dit, Dieu t'a déjà parlé, mais tu fais quand même la casse-tête, tu continues. Il y a quelqu'un dans ton entourage qui ne te veut pas du bien, qui t'utilise, qui utilise tes opportunités, qui utilise tes chances, qui t'utilise et tout, machin truc. Bon, bref. J'ai quand même pris le numéro du monsieur. On a commencé à faire des prières. J'ai dit,
J'aimerais bien savoir de qui il s'agit. Je me dis, moi, je ne peux pas te dire de qui il s'agit parce que moi-même aussi, je ne sais pas. Mais c'est l'une de tes relations intimes. L'une de mes relations intimes. Je n'avais pas compris dans quel sens. On a commencé à prier avec lui. Il m'a dit, dans une semaine ici, Dieu te montrerait si c'est qui. 2-3 jours après, mon sugar daddy m'appelle. Oh ma chérie, je veux te voir, j'ai envie de toi. Ma chérie, excusez-moi. Donc, il fallait qu'on aille gré, quoi, comme on le dit. Le matin, je me suis apprêtée et tout, bien habillée, parfum. Je suis partie. En arrivant, le monsieur, il était quand même... Il n'est pas trop vieil pour avoir de 55, 56 ans. Moi, j'ai pratiquement la moitié de son âge. Je pars. Et le monsieur d'habitude était performant et tout bien, tout ok, tout op. Mais ces jours-là, il avait du mal à entrer en érection. Je m'excuse encore. Il avait du mal à s'élever, comme on dit. Il avait vraiment du mal. Donc, on dirait que c'était une bataille, quoi. Il s'efforçait, il transpirait, il n'était pas bien. Ce que j'ai oublié de dire, le gars m'avait donné une huile d'olive. J'ai acheté une huile d'olive, je lui ai donné le deuxième prophète, j'ai prié, on priait avec. Alors chaque matin, il m'a dit de mettre ça sur moi, de mettre ça dans ma voiture, de mettre ça dans mon commerce, de prier le matin en fait, de faire mes prières. Et je sais que je faisais. Et ce matin-là aussi, c'est que j'avais fait. J'avais prié avant de partir, comme toujours. Donc, moi, c'était juste une prière de routine en fait. Et le monsieur était mal à l'aise, il paniquait, il transpirait alors qu'il faisait froid. L'endroit où on allait, il faisait mais vraiment froid de malade. Il transpirait, il bégayait, il n'était pas bien, il forçait en fin de compte. En fin de compte, il a pratiquement rien pu faire, mais il s'est forcé seulement à me pénétrer. Il s'est forcé, il s'est forcé. C'était fini. Je suis partie, c'était désagréable, c'était parti comme toujours. Il est parti, moi je suis partie. Et le lendemain, il m'appelle. Allô, qu'est-ce que tu m'as fait? Qu'est-ce que tu m'as fait? Je me sens pas bien, je suis à l'hôpital. Qu'est-ce que tu m'as fait? Qu'est-ce que tu m'as fait? Je lui ai dit, dans les sorciers qui m'utilisent, qui m'exploitent, c'est toi. Qu'est-ce que tu m'as fait? Tu vas voir, il faut enlever ce que tu as mis dans ton corps. Il faut enlever, il faut enlever, il faut enlever. Sinon, ça va pas se finir comme ça. Je veux te poursuivre. J'ai dit, mais papa, ça c'est Dieu qui t'a payé. Moi, je pensais que tu m'aidais. Donc, c'était des choses que tu épuisais en moi pour me les redonner ensuite. Mon business n'avance pas pour que je sois toujours ton esclave. Mon business, c'est quand même un grand business. Ça fait déjà, bientôt ça va faire 3-4 ans que je suis dans ça. Normalement, ça paye, mais ça va arriver pendant un mois, tu as fait des bénéfices et le deuxième mois, tu ne vas rien faire. Ce qui va t'obliger à prendre les bénéfices du premier mois pour réutiliser encore et c'est vice-versa. Donc, tu tournes en rond, tu tournes en rond, tu tournes en rond. Tu tournes en rond, tu tournes en rond. De façon, il était énervé contre moi au téléphone. Non. Non, 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 tu ne peux pas. Tu ne peux pas croire. Tu ne peux pas croire. J'ai appelé les prophètes, il m'a dit voilà. C'est la personne que tu avais des relations intimes. Donc c'est lui qui prenait des choses en toi, qui laissait des choses en toi. Et ça fait pratiquement 6 mois ou 8 mois, quelque chose comme ça. Par hasard, j'ai revu l'un de ses amis, parce que je l'ai bloqué de partout. J'ai revu l'un de ses amis et il m'a dit que son ami a eu un accident de voiture. Il est maintenant en fauteuil. Il n'arrive plus à se déplacer seul, donc il est maintenant en fauteuil roulant. Par là, qu'est-ce que je veux dire? Il faut qu'on prie. Il faut qu'on prie, il faut qu'on cherche Dieu parce que le monde est gâté, les gens sont méchants. Les gens, même à qui nous pensons qu'ils nous aident, mais on ne sait pas leurs véritables intentions. On doit prier. Le monde est méchant, les gens sont mauvais. Les gens sont mauvais. Ça, c'est ma propre histoire. C'est ma propre histoire que je suis en train de raconter comme ça. Et les messieurs, si je vous dis, il ne se passe pas une semaine sans qu'ils m'appellent. Il ne se passe pas 2 semaines sans qu'ils m'appellent. Il te dit des choses, il t'envoie l'argent. Donc, c'est moi ou personne, en fait. C'est moi ou personne. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la deuxième histoire. Bonjour DMG, bonjour la communauté DMG. J'espère que vous allez tous bien et tout. Voilà, moi, je vais super bien par la grâce de Dieu. J'ai une histoire à raconter. L'histoire que j'ai à raconter, c'est l'histoire de mon ami d'enfance.
Nous avons tous grandi en Côte d'Ivoire, dans le centre-est de la Côte d'Ivoire. Nous sommes issus des parents qui sont cultivateurs de cacao et de café et tout. Donc nous avons grandi dans un campement. Dans ce campement en question, c'est là-bas que nous avons fait l'école primaire et nous avons eu le collège dans ce campement. Après cela, chacun est allé dans des villes différentes et tout. Mais moi, depuis le bas âge, il y avait mes grands frères qui étaient des pratiquants de karaté et tout ça. Donc moi, j'apprenais le karaté. Mon ami aussi, il était fan parce qu'à l'époque, on regardait beaucoup comment on appelle, les films chinois et tout. Donc on était vraiment fan. Moi, je connaissais déjà le karaté et tout. Maintenant, quand mon ami, lui, il arrive au collège, il commence à apprendre le karaté et tout, mais franchement, il avait eu des ceintures et tout ça. Donc, une année, il part au campement. Quand il arrive, on lui dit que le campement est devenu bizarre, qu'il y a un génie qui passe dans le campement et que le génie en question empêche les gens de dormir parce que le génie passait aux environs de 0h à 3h du mat. Il empêchait les villageois de dormir et tout ça. Donc lui, il arrive dans le campement. Quand il arrive, on lui donne l'information et tout. Il dit ok. Bon, il avait pris l'histoire à la légère et tout. L'information à la légère, pardon. Donc du coup, la première nuit, il était couché et il entend les pas du génie parce que le génie avait seulement que 4 pas à faire pour pouvoir traverser le village. Le premier pas, c'était à l'entrée du village. Le deuxième pas, c'était juste derrière lui sa maison. Parce qu'il y a, comme on appelle, il y a une rue, il y a une grande voie qui traverse le village. La grande voie qui traverse le village fait face à moi, ma cour, et fait dos à lui, sa cour. Donc du coup, il entend le premier pas du génie à l'extrémité, à l'entrée du village. Le deuxième pas, c'est derrière lui, sa cour. Et le troisième pas, ainsi de suite. Il fait les 4 pas et il rentre et il sort du village. Et les pas de génie étaient tellement dérangeants parce que ça résonnait comme si on avait explosé une mine, un truc comme ça. Et ça empêchait les villageois de dormir. Mais personne n'osait sortir défier ce génie-là. Donc mon ami, lui, il a appris le karaté. Sa deuxième nuit, la première nuit avait été vraiment une nuit vraiment bizarre parce qu'il n'avait pas retrouvé le sommeil. La deuxième nuit, ils sont allés au champ et tout ça. En venant, lui, il a aiguisé sa machette et tout. Quand il arrive, il dépose sa machette dans sa chambre. Et il attendait parce qu'il s'était nourri l'idée. Il s'est dit quoi? Aujourd'hui, le génie qui va passer, ce génie dont on parle de lui, là, moi, je vais sortir, me battre avec le génie et puis le découper avec ma machette. Donc c'est ce que mon ami s'était dit. Donc du coup, il était couché. Ce jour-là, il n'a pas dormi. Il attendait. Donc aux environs de 1h du mat, il entend le premier pas du génie à l'entrée du village. Le deuxième pas, lorsque le génie devait déposer son deuxième pas derrière lui sa cour, et que le génie a déposé son pas, il est sorti automatiquement avec sa machette. Il y avait un couloir qui était là, qui menait sur la voie qui était derrière lui, sa cour. Donc il sort automatiquement lorsque le génie dépose son deuxième pas. Il avait sa machette en main. Et quand il sort sur la voie, il n'entend plus rien. Il regarde à gauche, il regarde à droite, il n'y a plus de bruit. Il était là, il paniquait, voyant pas le génie. Il a pris peur, il a pris froid et il a commencé à fuir. Il a fui pour rentrer dans la maison. Quand il rentre dans la maison, et il y a un grand vent qui automatiquement qui souffle sur la toiture de leur maison, comme si il y a quelque chose qui est descendu sur la toiture de leur maison. Et cette chose a remué la toiture de la maison de tous les sens. Donc du coup, les parents qui dormaient, ils avaient pris peur de commencer à crier, c'est quoi, c'est quoi. Et pendant que les gens du village commençaient à se réveiller un peu, le bruit s'est arrêté. Le bruit s'est arrêté, rien. Lui aussi n'a rien dit. Les gens ont commencé à parler, et après ça, bon, truc. Donc le lendemain, le jour d'après, ils vont au champ.
Ils vont au champ, ils reviennent vers les 16h, 16h, 17h. Il avait pour habitude d'aller faire ses besoins, d'aller se purger avec son petit, avec son bon petit dans les latrines de l'école primaire, alors qu'eux-mêmes ils avaient les latrines chez eux à la maison. Donc ce soir-là, quand ils sont revenus du champ, il dit à son petit d'écraser le médicament pour qu'ils puissent mettre dans leur purgeoir pour aller faire le purge à l'école primaire, dans les latrines de l'école primaire. Son petit lui dit, ok, il n'y a pas de souci que j'arrive. Mais le petit menait tellement de temps et le petit, il venait pas au fait. Donc du coup, lui, il se lève, il décale son médicament, il prend le vélo de son grand frère, il se rend dans les latrines du campement de l'école primaire du campement pour faire ses besoins. Il finit ses besoins, il sort. Quand il sort, il dit qu'il était là, il est sorti, il devait prendre le vélo, il voit une lumière qui sort de la forêt. Parce qu'il y a une broussaille juste derrière l'école primaire. Il y a une lumière qui sort, une lumière très forte qui sort de l'école primaire du campement. Des broussailles de l'école primaire du campement. Et dans cette lumière, il y avait une personne. La lumière est venue tellement vite sur lui que la lumière l'avait saisi par la main, essayant de le tirer pour entrer comment on appelle, dans la forêt. Et lui, bon, comme il avait appris les arts martiaux, il dit qu'il donne un coup de poing à la personne qui était dans la lumière. Et la personne l'a relâché. La personne est venue encore l'attraper. Il lui a donné un autre coup. Et quand il lui donne ce coup-là, il se débarrasse un peu comment on appelle, de cette personne qui était dans cette lumière-là. Et paniqué, il prend le vélo. Il prend son vélo il prend son vélo tellement ça a été rapide. Il prend le vélo, il commence à rouler son vélo. Il roule le vélo. Et il arrive chez lui à la maison. Quand il arrive chez lui à la maison, il garde le vélo, il s'écroule. Pendant ce temps, ses grands frères étaient en train de boire le vin de Parme, il était assis, il entend des causer un peu. Donc il s'écroule. Quand il s'écroule, les grands frères paniqués, ils appellent un peu les gens de partout. Venez avec de l'eau, on va laver son visage, il est tombé et tout. On lave son visage, ça n'allait pas. On lave son visage, ça n'allait pas. On le fait entrer dans la maison, on le fait coucher. En fait, tout ça n'allait pas. Il était dans un coma profond. Donc les gens disaient qu'il était mort, donc ils avaient commencé, les gens pleuraient de partout et tout. Donc pendant ce temps, il disait que pendant qu'il lui était couché, il voyait ce que les gens faisaient. Voilà, il voyait ce que ses frères et soeurs faisaient et tout. Mais il ne pouvait rien faire. Donc il se voyait sortir, il voyait son esprit sortir de son corps. Et quand son esprit sort de son corps, il se retrouve, il voit un grand village en fait. Il voit un grand village. Et avant de rentrer dans le village en question, il trouve son grand-père qui était assis. Là, au bord du village. Son grand-père lui demande, sans même parler, son grand-père lui demande, tu viens faire quoi ici? Lui, il ne savait pas quoi dire, il ne pouvait pas s'expliquer. Son grand-père dit, non, c'est pas ton temps. Va! Son grand-père le réprimande. Retourne-toi où tu es quitté. C'est là qu'il revient. Pendant ce temps, les parents étaient en train de pleurer dans le campement parce qu'on disait qu'il était mort et tout. Et il revient à lui. Quand il revient à lui, on dit, oh, il est réveillé. Les gens viennent, ils font les médicaments, on lave son visage. Il a dit qu'il veut boire de l'eau. On lui a donné de l'eau à boire et tout. Après ça, bon, ça allait. Ça a commencé à aller. On lui a posé la question, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, ah, voici le problème. Il a expliqué le problème et tout à ses grands frères. On dit, mais qu'est-ce qui t'a appris à faire ça? Le jour qui a suivi, le même génie venait encore sur la toiture de la maison pour remuer la maison et tout. C'est comme si il voulait forcément tuer ou faire disparaître mon ami. Donc du coup, les parents ont trouvé qu'il était en danger. Donc ils l'ont fait quitter le campement. Il quitte le campement, les choses ont commencé à redevenir comme avant. Il n'y avait plus de génies qui passaient dans le village, dans le campement en question et tout. Donc tout s'est bien passé, il n'a plus rien eu, il n'a plus mis les pieds là-bas pendant des années. Voilà, donc il me disait comme ça que bon, les années qui ont suivi là, il s'est retourné dans le campement parce que sa mère était décédée, il était retourné dans le campement, ils sont allés faire les funérailles de sa maman, tout s'est bien passé. Après ça, il allait en vacances en Côte d'Ivoire. Quand il est arrivé là-bas, il est allé là-bas, il a dormi là-bas, rien ne s'est passé et tout. La moralité de cette histoire, c'est que quelle que soit la force que nous avions, quelle que soit
nos croyances et tout, il y a des entités que nous ne devons pas qu'on appelle défier. Voilà. Parce que mon ami, voulant défier ce génie qui passait dans ce campement-là, dans notre campement, il allait mourir comme ça sans qu'on ne sache ce qu'il était arrivé. Voilà, donc moi, c'est la moralité que je tire de cette histoire. Le banditisme, tout ce que nous pouvons, comment on appelle, faire et tout ça, sachant qu'il y a des entités qu'on ne peut pas défier. Si même les villageois de ce campement-là subissent ce sort-là, qui n'ont jamais même cherché à régler le problème, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche au fait. Donc, voilà un peu. Aujourd'hui, mon ami va bien, Dieu merci. Tout se passe bien dans sa vie. Voilà, donc franchement, c'était ça l'histoire que je voulais raconter. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la troisième histoire. Oui, DMG, je viens avec une autre histoire. Je viens raconter ces 4 histoires pour aujourd'hui et revenir certainement bien plus tard avec d'autres histoires. Donc, celle-ci concerne ma cousine et je vais appeler ma cousine Vanessa. Voilà. Vanessa est une jeune fille très adorable, qui est très serviable, très gentille et tout, mais qui a grandi dans un environnement compliqué, comme on dit au Cameroun, comme disent les Camerounais. Un environnement très très compliqué parce que sa mère est dans des choses pas louches, pas claires autant pour moi. Voilà, très 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 louches. Donc c'est comme ça qu'après son baccalauréat, Vanessa voyage. Elle va dans un pays d'Afrique, un pays anglophone. Et là-bas, elle rencontre un jeune homme et tout, etc. Elle tombe enceinte. Et vraiment, c'était une grossesse pas désirée du tout. Voilà. Elle tombe enceinte et tout ça. Et elle se rend compte qu'elle est enceinte des jumeaux. Vanessa, ne sachant pas comment réagir, comment prendre la chose, décide d'avorter. Ce qui a été une erreur fatale. Elle décide d'avorter. Elle avorte les enfants et tout. L'avortement s'est passé comme ça s'est passé et tout. Elle a continué sa vie, elle a même rompu avec le monsieur et tout, etc. C'est comme ça que quelques temps après, elle commence à voir des enfants dans ses rêves. Des enfants, elle voit des enfants dans ses rêves. C'est comme si ces 2 enfants, c'était une fille et un garçon. C'était une fille et un garçon. C'est comme si les enfants n'avaient vraiment pas apprécié le geste. En fait, il la persécutait dans les rêves. Elle a fait, à cause de cette histoire, plus elle grandissait, plus elle ne devrait pas avoir une relation. Elle n'était plus jamais tombée enceinte. Elle n'était plus jamais tombée enceinte. 16 ans ou 17 ans sont passés comme ça. Après, parce qu'elle est tombée enceinte très jeune. 16 ans ou 17 ans sont passés. Elle n'était plus jamais tombée enceinte. C'est arrivé à un point où, quand une personne rentre dans sa vie, même pas 2 semaines, la personne disparaît. La personne disparaît. Elle cherche le numéro de téléphone dans son téléphone. Ce n'est plus là. Elle cherche les réseaux sociaux, la personne n'est plus là. Elle regarde sur les réseaux sociaux, elle regarde sur Facebook, elle regarde sur d'autres plateformes avant qui existaient. Elle cherche la personne n'existe plus. C'était devenu compliqué, c'était devenu terrible pour elle. Jusqu'à ce qu'elle ait demandé pardon aux enfants, elle a demandé pardon pour tout ce qui s'est passé et tout. Et après, la fin des enfants est passée. Mais comme je vous dis, sa maman est dans des choses très 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 louches. Vraiment, j'aurai l'occasion de venir expliquer certaines choses. Et je pense que j'avais déjà raconté une histoire concernant sa maman qui faisait du mal à une de mes cousines aussi, celle qui crachait souvent dans le visage de ma cousine, dans la bouche de ma cousine quand elle était bébé. Il s'agit de la même dame. Donc, elle a grandi et tout, etc. Elle a donné sa vie à Christ par la grâce de Dieu. Donc elle est retournée, quand elle est revenue d'abord au Gabon, ensuite elle est repartie dans un pays d'Afrique également. Elle a continué, elle a essayé d'évoluer dans sa vie, essayé de tout oublier, tout ce qui s'était passé et tout ça. Dès qu'elle a terminé ses études, elle est revenue au Gabon. Quelques semaines après être revenue au Gabon, elle décide de déposer des dossiers. Elle dépose des dossiers pour trouver le boulot, etc. et tout. Elle croise une folle dans la rue. Elle marche. Il y a une dame qui s'approche d'elle. Mais la dame, en apparence, tu sens qu'elle est folle. Bon, je ne sais pas s'il faut dire qu'elle est folle, mais en tout cas, tous les fous ne sont pas fous. Elle était habillée comme une folle, elle a fait des trucs, machin, en tout cas, sale, dégueulasse et tout. Et la femme a quand même crié sur elle que tu es encore revenu faire quoi dans le pays de ta malédiction. Écoutez bien ce que la dame lui a dit. Elle crie sur elle que tu es encore revenu faire quoi
dans le pays de ta malédiction. Ah, comme ma grande soeur entendait ça, attends, elle n'a pas percuté sur le moment en fait. Elle n'a pas percuté sur le moment. Elle s'est dit, mais bon, c'est une folle. C'est une folle. Et ensuite, au fur et à mesure que le temps passait, la parole ne faisait que résonner dans sa tête. Ça résonnait dans sa tête, ça résonnait dans sa tête, ça résonnait dans sa tête. Et elle s'est rendue compte qu'à chaque fois qu'elle partait et qu'elle revenait, rien ne marche pour elle au Gabon. Rien ne marche pour elle au Gabon. C'est comme ça qu'elle a décidé de quitter le pays. Elle a quitté le pays en catimini, elle a quitté le pays en sourdine. Personne n'a su qu'elle a quitté définitivement le Gabon. Personne n'a su. Personne n'a su. Elle est partie où elle est partie aujourd'hui, où elle est fille. Elle est mariée par la grâce de Dieu, elle a un enfant. Mais ces persécutions continuent jusqu'à aujourd'hui. Parce que même après l'accouchement, elles se sont toujours pas bien. Ça va pas en fait, ça va vraiment pas. Ça continue jusqu'à aujourd'hui, mais Dieu l'a quand même fait grâce. Je peux dire quand même, parce que la grâce c'est pas quand même. Dieu a fait grâce d'avoir au moins un enfant après tout ce qui s'est passé. Donc, je vais raccourcir. Je ne vais pas être trop long pour cette histoire-là. Simplement nous dire de faire attention. Les avortements qu'on fait là, les avortements là, s'il vous plaît ou s'il nous plaît, les femmes, faisons très attention. Ce sont des vies en fait qu'on retire. Même si l'enfant, même si tu découvres que tu es enceinte de 2 semaines ou d'une semaine, c'est déjà une vie qui est en train de grandir en toi. C'est déjà quelqu'un, c'est déjà un être qui est en train de grandir en toi. Donc il faut qu'on fasse très attention avec cette affaire d'avortement. On fasse très attention avec cette affaire d'avortement. Et qu'on ne néglige pas également, deuxième leçon que j'aimerais être conscient, qu'on ne néglige pas les paroles des personnes qui sont soi-disant folles, qu'on considère comme des folles. Parce que si ma grande soeur, bon, nous sommes en Afrique, c'est ma grande soeur, si ma grande soeur n'avait pas quitté définitivement le Gabon, aujourd'hui, elle ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui, elle n'aurait même pas eu la grâce d'avoir un enfant. Parce que tout passait, grossesse, passe. Je dis bien que c'était après les jumeaux, en fait, tout avait déjà été réglé et tout, parce qu'elle était même partie voir un monsieur qui avait dit que non, c'est bon, elle a fait ce qu'elle avait eu à faire et puis tout est passé. Mais après maintenant, le simple fait qu'elle soit revenue au pays, qu'elle soit revenue dans ce pays-là, cette dame-là, cette folle qu'elle a rencontrée, elle lui a dit cette parole-là qui a peut-être permis de la libérer une partie de ses problèmes. Donc faisons attention, les fous ne sont pas toujours fous. À bon entendeur, salut. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 4e histoire. Bonjour DMG, bonjour tout le monde. J'espère que tu vas bien DMG. J'espère que ton équipe et toi, tout va bien par la grâce de Dieu. Vraiment que le Seigneur vous garde encore et vous donne encore beaucoup d'inspiration pour nous qui étions faibles et qui croyons que tout le monde était comme nous. Et aujourd'hui, on sait déjà comment essayer de marcher. Et voilà, c'est une grâce. Vraiment, c'est une grâce. Parce que si c'était une histoire de l'église, certaines personnes seront là de nous dire, oh, les pasteurs, mais là, il s'agit du terre à terre. C'est comme les contes. Lorsqu'on était petits, nos oncles, nos tantes, tous les soirs, nous faisaient asseoir au village, surtout quand on va au village pour les vacances, on nous faisait asseoir pour nous raconter, pour nous faire les contes. Et beaucoup d'entre nous, nous avons encore des contes qu'on nous avait racontés quand on était petits jusqu'à aujourd'hui. Et figure-toi que si c'était vrai ces contes, vous voyez qu'aujourd'hui, ça devrait nous aider. Donc vraiment, ce que tu as intitulé faire pour cette chaîne, vraiment, c'est magique. Parce que moi, je me sens encore renouvelée de sagesse et de méfiance. Aujourd'hui, désolé, hein, mais aujourd'hui là, si je viens raconter cette histoire, c'est parce que j'ai entendu l'histoire que je vais vous raconter tout à l'heure. J'ai entendu la jeune femme qui disait elle a raconté son histoire. Et comme j'ai vécu une histoire similaire ici en France même, donc je me suis dit qu'il faut que j'en parle aussi. La jeune femme qui disait qu'elle était la fille Yaoundé et qui partait à l'église et en attendant ses amis, elle a un peu traîné au Château Rouge. C'est comme ça qu'elle a raconté quelqu'un qui connaissait même certainement en esprit là où elle partait et puis a voulu détruire sa destinée en disant que même si tu pars à l'église, je vais te montrer. Parce que c'est comme ça que moi j'ai jugé ça. Bon, moi, voilà mon histoire. Lorsque j'arrive en Europe, je vis dans un autre pays d'Europe ici pendant 5 ans.
Et j'avais des amis en France avec lesquels on se connaît depuis l'Afrique. Même pas l'Afrique noire quand même, donc pas dans notre pays même d'origine. Les personnes que j'ai rencontrées, par exemple au Maghreb, mais on a gardé des bons liens d'amitié qui étaient venus en France avant. Moi, je vivais dans un autre pays d'Europe ici. Et c'est comme ça, quand je quitte le pays d'Europe là pour venir m'installer en France en 2019, pap, un mois après comme ça, cette amie m'appelle parce que je connaissais beaucoup de gens, mais celle-là, elle était un peu plus proche de moi. Elle m'appelle sans me prévenir en avance que bon, voilà, ma copine, je vais te présenter quelqu'un, me donner les détails. Donc, je vais vous dire qu'elle m'a juste versé au visage comme des vomissements, juste pour m'emballer, pour ne pas me donner le choix de dire oui ou non. Donc, où elle savait où c'est elle qui le connaît. Donc, elle m'appelle un jour comme ça, elle me dit, ouais, voilà, parce qu'elle vivait en France ici, mais son chéri vivait à Londres. Donc, elle me dit, du coup, ouais, voilà, mon chéri va venir là pour le mariage dont je t'avais parlé, et il va venir avec son patron, donc je voudrais aussi. Je dis, mais son patron, comment? C'est un blanc ou bien c'est un noir? Elle me dit, non, c'est un noir, c'est aussi un Camerounais, un homme de Bamenda, donc... ils vont venir ici là pour le mariage de... Donc, c'était quelqu'un de sa famille qui se mariait. Donc, j'ai pensé que bon, comme il va venir, que tu sois avec son patron là. Donc, attends même. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle lance, donc elle ajoute. Je ne sais pas si c'est son chéri qu'elle a ajouté sur l'appel, mais elle ajoute l'appel. Quand ça décroche de l'autre côté, maintenant, il y a elle, moi et deux personnes qui sont de l'autre côté. Et je vois son chéri qui me salue gentiment. Et je vois un monsieur qui me salue aussi en anglais. Et on essaie d'échanger là. Et je vois, le monsieur ne parle pas trop. Mais quand il me regarde comme si... Donc, comme s'il veut regarder le côté de ma tête à gauche, comme s'il veut regarder le côté de ma tête à droite. Donc, il fait la tête comme quelqu'un que... Comme si j'étais, par exemple, je ne sais pas, disons en face de lui, où j'étais peut-être sur une petite pente, mais il est en train de me regarder pour me voir sur toutes les façades, étant juste assise en face de moi. Donc, sa façon de... Ça m'avait même un peu surpris, bon, mais je me suis dit que peut-être il était un homme timide. C'est plus tard que j'ai compris, lorsque je racolais un peu les morceaux de chocolat, que je me suis rappelé que sa façon même de me regarder au départ, au téléphone, sur l'appel vidéo ce jour. Donc, il me dit, bon, je vais venir là-bas, donc on m'a parlé de toi. Je dis, bon, on va voir déjà que je suis aussi invitée. Quand on finit, c'est là qu'elle me dit, non, c'est le patron de c'est le chef, pas le patron. Bon, je sais même pas, peut-être que le patron, hein, le chef de mon chéri, mais ils sont très proches, donc ils vont venir, donc j'ai voulu que tu l'accompagnes. Je dis, mais l'accompagne là, c'est comment? Toi, tu sais comment moi je suis ici, ce n'est pas pour aller dormir dans son hôtel. Ah, toi aussi, tu es toujours comme ça. C'est elle qui me dit ça. Même si tu dors dans son hôtel, et puis ça va faire quoi? Mais est-ce que tu es obligé d'aller jusqu'au... Mais tu peux seulement l'accompagner, c'est quelqu'un de gentil. Ok, si c'est ce que tu dis. Le moment était venu, ils sont venus. Elle m'a demandé de venir, que s'il pouvait venir me prendre pour qu'on va manger quelque chose. J'avais accepté. Et au moment de rentrer, moi, j'ai insisté qu'il parte me laisser là où je vivais. Et là où je vivais, donc j'étais en colocation, je peux dire, parce que je venais d'arriver dans le pays, je sais pas, je suis pas allée vivre chez les personnes de ma famille que je connais pour ne pas les déranger, pour ne pas... Donc je m'étais arrangée à arriver et à trouver là où je devrais habiter et payer. Donc être en location, en fait, mais ce n'était pas une maison entière pour moi. Donc, ils sont allés me déposer là-bas. Je vais vous dire pourquoi je vous donne ce détail. Et ils sont rentrés. Et le lendemain, c'était le mariage. On est allé au mariage et tout et tout. Le monsieur, même au moment de partir, il me dit, mais pourquoi tu pars? Je voudrais qu'on cause. Est-ce qu'on peut aller? Je lui dis, non. Comme tu es venu, je t'ai vu. Bon, c'est bon. Donc, il y avait quelque chose qui pesait en moi. Donc, bref, j'avais refusé. J'ai demandé à ce qu'on me cherche le taxi. Je suis rentrée chez moi. Et le lendemain, eux aussi devraient retourner à l'après-midi à Londres pour aller reprendre le boulot.
Maintenant, je crois 1 mois après, il devrait revenir ici pour quelque chose d'autre. Je me rappelle plus bien, mais il devrait revenir avec toujours une fête importante en fait. Donc, il m'appelait tout le temps quand ils étaient partis. On causait, même pas vidéo, hein, mais audio. Des fois, il me laissait les voix, moi aussi. Donc, j'essayais un peu de changer avec lui. Mais entre-temps, alors, lorsque j'arrive ici en France, là où j'habite là-bas pour 9 jours. Et puis, je me trouve là où je devrais payer pour habiter. Et la fille où j'habite, elle vivait avec son fils. Son chéri avait des soucis. Il n'était pas à la maison. Il a les soucis judiciaires, les trucs comme ça. Et un jour, après peut-être 2 semaines, je lui demande, mais s'il te plaît, et elle-même, elle était déjà très anxieuse à cause de l'absence de son mari. Mais moi, je lui demande, s'il te plaît, est-ce que tu ne connais pas une église ici aux alentours? Elle me dit, oui, il y a une église catholique là-bas. J'étais allée quelques fois, mais non, je lui dis non, je veux pas l'église catholique. Tu ne remarques pas une église évangéliste ici au quartier, donc déjà c'est pas trop loin en transport, tout ça, comme je maîtrise pas encore trop bien. Elle me dit oui, quand je passe souvent avec ma voiture, que je vais, elle m'a cité ou c'est quoi là, je vois souvent les affiches là quelque part. Elle m'a indiqué parce que moi aussi le bus passait par là, je vois ça les affiches. Donc là, en allant vers la gare, là il y a une église. Je lui dis que ok, d'accord, dimanche, comme tu as dit, je l'ai encore bien demandé, je vais à la... Elle m'a dit, tu vas aller à l'église? Je dis oui. Elle me dit, d'accord, on va partir. Le dimanche, c'est même elle qui était la première à être prête. Pourtant, c'est une fille habituellement qui n'y va jamais à l'église. Elle m'a dit, depuis qu'elle habitait le quartier, elle est allée à l'église quelquefois. C'est le genre de fille que leur maman les avait amenées ici étant petites. Ils ont étudié ici et tout et tout. Elles ne sont pas dans les histoires des églises. Elles n'y connaissent même pas. Donc peut-être même que... Pas que peut-être. Donc si elle était même anxieuse, c'est parce que bon... Elle ne savait pas comment commencer même de prier selon ce qu'elle m'expliquait en fait. Quand j'essayais de l'évangéliser en fait. Donc, elle m'a dit d'accord, le dimanche, c'est elle qui est plus prête que moi. Nous sommes allés à l'église. Quand nous sommes allés deuxième fois, nous sommes allés troisième fois, nous sommes allés après quatrième dimanche, je suis repartie dans le pays d'où je venais parce que j'avais d'autres petits trucs administratifs à finir là-bas pour mon chômage, que je voudrais que ça commence à passer. Afin que le temps que je trouve peut-être un petit boulot en France, que je puisse avoir le chômage du pays précédent d'où je viens. Donc, que qui puisse me soutenir. Donc, j'étais repartie là-bas. J'ai fait, je crois, 3 semaines là-bas et puis je suis revenue. Bon, c'est entre-temps donc toutes ces choses, je ne sais pas à quel moment même ça s'était passé. Mais voilà, la fille, elle avait pris goût. Elle partait toujours à l'église, celle chez qui je vivais. Elle n'avait pas arrêté. Et nous étions même de même dialecte. Et ça nous a permis de nous familiariser, d'être encore plus proches. Et voilà. Et du coup, l'église alors n'était seulement pas le dimanche. Donc, on n'allait pas seulement à l'église le dimanche. Il y avait aussi le culte, je crois, le mercredi et le vendredi. Et le jour là, que nous allions au culte, quand le chéri de ma copine, là, son patron devrait revenir à Paris. Il devrait revenir comme ça un vendredi. Et ma copine, pas ma copine, la fille chez qui je louais, on devrait aller au culte. Donc, je l'ai en parlé ce jour que voilà. Tu te rappelles l'autre jour quand j'étais à la cuisine, le mariage que j'étais partie là, ma copine là, ces gens-là vont revenir. Donc, cette fois, comme ils vont venir, ils vont arriver aujourd'hui parce que Londres-Paris, c'est pas loin. Donc, ils vont arriver ici, je crois, au plus tard 20h et ils viendront me chercher à la maison avec ma copine et puis j'irai passer complètement le week-end avec eux. Elle me dit, bon, d'accord, mais on va aller à l'église. Je lui dis oui parce qu'ils vont venir plus tard. L'église était, je crois, de 18h à 19h30. Donc, le monsieur, il m'a appelé le matin. Quand il m'appelle le matin, donc dans la journée, il me dit, on va prendre la route à telle heure. Quand on sera en route, je vais t'appeler. Je dis, bon, d'accord. La fille chez qui je loue, elle et moi, à 18h, nous sommes allés à l'église. Pendant que nous sommes à l'église, la prière, d'abord la louange, la prière. Maintenant, au moment de la prédication,
mon téléphone sonne et j'avais mis sur vibreur, mais je l'ai mis de manière, quand ça va vibrer, je vais comprendre parce que je savais qu'il y a des gens qui venaient et il ne fallait pas que je perde l'appel. Des amis qui venaient, bon, moi aussi j'entrais déjà dans le jeu, quoi. Malgré tout, malgré qu'on ne m'a pas demandé mon avis au départ. Et mon téléphone sonne. Je décroche, mais vous savez quand vous décrochez que vous êtes peut-être à l'église ou bien dans un lieu public ou même, je ne sais pas, au deuil, vous avez toujours tendance à vous abaisser comme ça, un peu pour dire peut-être oui, je suis à l'église ou bien je suis... Voilà, c'est comme ça que j'avais fait, j'ai décroché. Et il me dit, ça va ma chérie? Je dis oui, ça va. Avec moi, je me débrouillais en anglais, mais lui, il parlait bien l'anglais déjà. Il vit à Londres et au Cameroun, il est du sud-ouest, donc voilà. Il me dit, bon, on est déjà quitté, on vient de traverser la frontière, bientôt on va arriver. Je dis, ok. Après, comme le pasteur prêchait, donc il entend Jésus, le micro, tout ça. Il me dit, mais tu es où? Tu es à l'église? Je dis oui. Il dit, oh. Je dis, mais pourquoi? Ça va finir tout à l'heure, donc le temps que tu arrives, je serai déjà à la maison. Il me dit, ok. Ok, à tout à l'heure. J'ai dit tout à l'heure. Dès qu'on s'est raccroché, ou il avait seulement raccroché, ou j'ai raccroché, je me rappelle seulement que sur mon nombril, c'est comme si on m'avait accroché une grosse hameçon avec laquelle on pêche les crocodiles ou les caïmans. Boum, sur mon nombril. Et quand on accroche, on commence à tirer. Donc, ça a commencé à tirer. C'est comme si quelque chose est passé sur mon nombril. Quelque chose, donc une grosse... un gros aiguille, je vous dis comme la meçon avec lequel on pêche les gros animaux sur les... Mon Dieu, quand c'est passé et ça s'est mis à me tirer, je dis, j'attrape la fille qui est assise à côté de moi. J'appelle son nom en lui serrant, en l'attrapant comme si à la limite je lui griffais. Elle me dit que c'est quoi? Je dis non, quelque chose est passé sur mon nombril, comme si ça s'est accroché et ça me tire. Mais elle me dit non, assieds-toi bien, j'ai essayé de bien m'asseoir. Mais ça m'a tellement tiré que j'ai senti une douleur qui a fait à ce que mes mains commencent à trembler et mes pieds, parce que j'ai un peu tendu mes pieds. J'ai senti une douleur. La femme du pasteur là-bas a remarqué que la fille est en train de me dire ça va. Est-ce que donc, elle a vu les gestes en fait. Après, la fille me dit, mais tu viens de parler avec le monsieur là au téléphone et tu vas aller, il va venir te chercher, tu iras avec eux ce soir. Mais ça fait pas bon signe, hein? Pourtant, la fille n'est même pas chrétienne, hein. C'est moi qui l'amène à l'église. Elle savait déjà que oui, Jésus existe. Mais elle n'avait pas cette soif, cette habitude d'aller à l'église, d'écouter même l'évangile en ligne. Toutes ces choses, c'est moi qui l'avais entraînée à le faire. Mais c'est elle maintenant qui me rappelle que mais ça ne fait pas bon signe. Tu viens de te raccrocher au téléphone avec lui et du coup, tu as ce genre de mal. En plus, tu iras le voir ce soir. Il va venir te chercher. Vous allez vous allez faire un week-end, vous allez passer un week-end. Mais ça ne fait pas bon signe. Pendant qu'elle me dit ça, moi, je sens en train de mourir de douleur. Je n'arrive plus à me tenir sur la chaise. Je veux d'ailleurs m'asseoir. C'est comme ça que la femme du pasteur quitte. Elle vient vers nous. Elle dit, qu'est-ce qu'il y a? C'est la fille qui l'explique. Elle dit qu'elle a mal au nombril. Mais elle n'explique pas ce que je venais de parler avec quelqu'un au téléphone. Et à peine on s'est raccroché, c'est là que j'ai commencé à voir ce mal violent. Je vous assure, mes frères, c'était comme si on avait accroché quelque chose sur mon nombril et qu'on était en train de tirer. Tous mes organes étaient en train de vouloir tomber. C'était pas... Donc, physiquement, on ne pouvait pas le voir. Même c'est moi qui sentais que mon nombril et tous mes organes sont en train de quitter de mon ventre. Parce que j'avais tellement une douleur violente subitement, au point que vous savez, quand vous avez vraiment mal, vos mains tremblent, vos pieds, là où vous avez mal. Mais moi, mes 4 membres tremblaient déjà, tellement la douleur était violente. La femme là nous a amenés, elle a dit qu'on s'élève, elle m'a attrapé à gauche, ma collègue là m'a attrapé à droite.
nous sommes allés derrière en allant vers les toilettes et elle a commencé à intercéder pour moi. Un autre des responsables de l'église, pendant qu'on prêchait, sont venus prier aussi pour moi. La douleur s'est directement arrêtée. Ça c'est... Donc vous voyez le genre que au moment que ça lâche, que la douleur s'arrête, c'est comme ça que la douleur accroche pas. C'est pas que c'est parti doucement, doucement, non. Ça s'est arrêté. Et on a fait le culte, ils m'ont oint l'huile bénite, même après le culte, ils ont encore prié sur moi et me donné les psaumes, me oindre l'huile bénite et tout ça. Nous sommes rentrés à la maison. Quand on arrive à la maison, je me sens bien. C'est comme si je n'avais pas eu ce mal violent. Quand je touche même mon nombril, c'est pas qu'il y a quelque part qui fait mal, même ni sur le nombril ni à côté. Ok, bon, c'est passé, on a mangé, on est resté là. J'attends. Il était déjà 22h, 23h pour que mon étranger, ma copine et mon étranger, pour qu'ils m'appellent, eux, ils ne m'appellent pas. J'attends, personne ne m'appelle. Entre-temps, 2 jours avant que eux, ils quittent pour qu'ils arrivent sur Paris, elle a fait du genre, je sais qu'elle a fait. Parce que moi, mais en ce moment, j'avais jugé que peut-être elle avait fait ça juste pour que son chéri lui offre un nouveau téléphone. Elle avait dit, peut-être ceux qui sont à Paris ici pourront le dire en commentaire. Moi, je ne sais pas si ça existe au Château Rouge. Mais je sais que ce genre de choses n'existe pas au Château Rouge. Elle nous avait fait tous croire que elle était au Château Rouge et que quelqu'un lui a pointé le couteau au ventre en lui disant de lui ordonner tout ce qu'elle avait sur elle. Donc, je crois 2 jours, 3 jours avant, le week-end, ce week-end-là, elle n'était plus joignable. Donc, quand son chéri voulait lui joindre, il joignait quelqu'un là où elle vivait pour parler avec elle. Et moi, je n'avais pas les numéros de ceux qui étaient là-bas avec elle. Donc, pour moi, je savais que lorsqu'ils vont arriver, comme eux, ils ont ceux de Londres, mon numéro, ils vont juste m'appeler, me dire qu'on arrive déjà et j'avais déjà fait ma petite valise pour aller passer le week-end. J'ai attendu jusqu'à 23h, personne ne m'appelle. C'est moi qui ai commencé à appeler les numéros de Londres qui sont déjà à Paris. Je vous assure, j'ai appelé de 23h jusqu'à 3h du matin. Le monsieur qui est en train d'arriver à Paris pour moi n'a jamais décroché. Il ne m'a jamais rappelé. Et je vous dis, ça sonnait de manière... Vous savez, quand ça sonne de l'autre côté, vous savez, si ça sonne au vide, déjà, il n'a pas le réseau, ça se voit. Jusqu'à demain matin, lorsque je me suis réveillée à 8h, j'ai commencé à appeler jusqu'à 11h, il n'a jamais répondu. C'est ma copine qui m'appelle l'après-midi. Je lui dis, mais vous jouez même à quoi? Vous êtes sérieux? Elle me dit, il n'était pas venu te chercher. Je dis, mais il n'est pas venu me chercher. Elle me dit que je te jure que déjà quand ils sont... Elle m'a raconté toute une longue histoire là dont je ne vais même pas me mettre à vous raconter. Me dit que bon, mais comme il savait que avec le GPS, il peut arriver chez moi. Donc, lui, elle était restée avec son chéri. Il avait dit que lui venait me chercher. Donc, elle croyait comme ça que moi, je suis avec lui à son hôtel. Je lui dis, ah bon, sérieux, le patron de ton... Elle m'a dit qu'elle... Donc, ils m'ont raconté tout un boba. C'est ce lendemain, le samedi déjà, qu'ils sont donc venus me chercher pour qu'on aille à cette petite manifestation qu'il y avait et question qu'on se balade. Moi, je n'avais vraiment rien compris. Mais plus tard, j'ai compris. Parce que même la fille chez qui je vivais, qui n'était pas chrétienne, elle avait compris que, mais comment se fait-il que je viens? Elle me dit, tu as rendez-vous avec lui. Et en plus, si tu viens de te raccrocher au téléphone avec lui, tu as ce genre de mal. C'est pas normal, c'est bizarre. Pourtant, c'est pas une fille qui connaissait les marabouts, c'est pas une fille qui connaissait Dieu, mais elle est africaine. Au moins, elle a grandi un peu en Afrique. Elle a atteint même, je crois, ses 14 ans avant de venir en Europe. Donc, elle comprenait déjà ces choses autant que nous, quoi. Donc, vraiment, le deuil est mauvais. C'est pas seulement en Afrique, même ici, en Europe. Comme la fille Betty l'a dit, juste pour une salutation de blague, check. Là, voilà, si elle ne partait pas ce jour à l'église,
Elle devait rentrer chez elle avec ce démon. Le démon devrait connaître sa maison. Peut-être maintenant, le démon devrait souvent rester chez elle pendant qu'elle va à l'église. Et quand elle est à l'église, elle est sans son démon. Parce qu'il est resté là-bas sur son canapé invisiblement à l'attendre. Dès qu'elle revient, ça entre encore sur elle. Me voilà. Si ce n'était pas que ça arrivait en France, je me dis, bon, je suis chrétienne, il faut d'abord que je cherche l'église où je vais continuer à persévérer comme depuis l'Afrique, comme depuis le pays d'Europe où je sortais avant de venir ici. Je serais partie comme ça, cadeau. Ni un membre de ma famille ne devrait jamais rien comprendre. Peut-être même la fille de Trouy devait même avoir peur d'expliquer qu'est-ce qui s'est passé avant que je parte comme ça, de peur que peut-être ça retombe sur elle. Je devrais partir comme ça, cadeau. Quelqu'un quitte Londres pour venir me rendre visite à Paris, pour venir passer le week-end avec moi. Il m'appelle pour me dire, je viens de traverser la frontière. Ok, quand j'arrive, je t'appelle. Après, il me dit, tu es à l'église? Je dis oui. Mais une fois qu'on se raccroche, douleur accroche. Et il arrive à Paris, il ne me fait pas savoir. Et c'est moi qui l'appelle toute la nuit, près de 4 heures du temps. Il ne décroche pas et il ne rappelle pas. Le lendemain matin, de 8 heures jusqu'à 11 heures midi, il ne répond pas. C'est plus tard que celle qui m'a mis en contact avec lui m'appelle et elle joue à la naïve, à celle qui ne comprenait pas ce qui se passait. Restez prudents, mes frères. Le diable est partout. Il n'est pas seulement au Cameroun, ni au Gabon, ni au Congo, ni en Côte d'Ivoire. Il est même plus ici en France qu'ailleurs. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 5e histoire. Bonjour, bonsoir. Commentez, likez, partagez. L'histoire d'aujourd'hui porte sur la corruption. Pour ceux qui, comme moi, ont vécu à l'extrême nord du Cameroun, savent que les douaniers et tous ceux qui travaillaient à la frontière, aux différents points de frontière, souffraient des maux au point où parfois on se demandait s'ils n'étaient pas maudits. Non, c'était de la corruption. Le problème, c'était la corruption. Alors, le petit conseil que je vais donner, c'est que quand tu attrapes quelqu'un, même en infraction, il est mieux, si tu ne vas pas laisser suivre la procédure, de le laisser avec ses biens, de ne pas toucher ses biens. Alors, l'histoire, c'est celle d'un monsieur qui faisait le trafic de pain, passant par l'extrême nord, quand il allait au Nigeria, acheter les pains et il les ramenait à l'extrême nord, au Cameroun, pour les revendre. Un jour, les gendarmes saisissent tout un camion, je dis pas un camion, un pick-up de pain. Beaucoup de pain, vous savez, à la veille de la fête du Ramadan. Et je dis même les gendarmes et les douaniers, le poste frontière. Quand ils saisissent ce camion de pain, et le monsieur se met à négocier. Rien. Le policier ne veut rien entendre. Il a négocié jusqu'à 250 000. Le policier voulait plus. En fait, l'homme en tenue, le douanier et les policiers voulaient plus. Le monsieur leur dit, au-delà, je ne peux pas. Ils lui disent, ah, si tu ne peux pas, tu vas laisser ton camion et partir. On va le ramener au poste de sécurité publique. Alors, ils ont ramené le dit camion et son chargement au poste de sécurité publique. C'était une manne en or parce que à la veille du Ramadan, c'était une occasion pour que chacun puisse se servir. Alors, il est venu, il a déposé les dossiers de véhicules chez le chef de poste et en rentrant, il est parti. Il a ouvert, donc c'était le genre de pick-up là qui a souvent le derrière fermé, bien fermé. Là, on peut ouvrir avec une clé et on referme. C'était ce genre de véhicule. Le monsieur ouvre donc le véhicule et il retire les pains pour son épouse, pour ses enfants. Bref, il a fait son shopping et il a refermé discrètement avant de laisser les clés chez le commissaire, chez le chef de poste de frontière, de douane de frontière. Quand il a fini de faire ça, il est parti chez lui. Le lendemain, il était mort. Lorsqu'on a fait des recherches, on s'est rendu compte que les 3 agents des différents corps, c'est-à-dire les gars de la gendarmerie qui étaient à ce poste de frontière, les policiers qui étaient à ce poste de frontière et ce monsieur qui était douanier, qui se sont servis, sont tous morts. Ils sont tous morts. Le camion de pain est là. Il faut que le propriétaire vienne le récupérer. Et c'était un peu difficile. On a fait donc des communiqués parce que le monsieur qui me racontait cette histoire, c'est un commandant.
On a fait des communiqués pour que le monsieur vienne récupérer son camion. On ne pouvait pas prouver que c'est de la sorcellerie. Le camion était là. Personne ne pouvait toucher au chargement de ce camion parce qu'ils savaient les conséquences qui vont suivre. Et le petit conseil que je donnais souvent, que j'ai donné à mon frère, qui est un homme maintenu, qui était un gendarme qui était affecté là-bas, c'est que le Tchoko n'est pas une obligation. Parce que là-bas, à l'extrême nord, pour ceux qui savent, les gendarmes tellement zélés, il y en a qui sont morts. Les gars les ont découpés parce qu'il y a les gars qui partaient au Nigeria chercher la marchandise sur les vélos. Alors il y avait des gendarmes zélés qui allaient les faire, on appelle ça, des contrôles par embuscade pour se faire beaucoup d'argent. Ils ont découpé un gendarme, posé sa tenue sur lui. Et ils l'ont laissé là. Des hommes en tenue qui sont sur cette page. Parfois, ne forcez pas la main aux gens. Sensibilisez et laissez écouter votre cœur. Quels que soient vos problèmes et vos besoins en argent, votre vie est plus importante. Il y a plus de grâce à recevoir lorsque la personne donne avec bon cœur. Même pas seulement les hommes en tenue. Toute personne de pouvoir. Parce que quand tu donnes un argent avec malédiction, tôt ou tard, tu vas le payer. C'est pour ça qu'on dit que l'argent, les malédictions se transmettent de génération en génération. Parce que cet argent maudit, tu vas prendre et aller entretenir ta famille avec. Commentez, likez, partagez. Bonne journée à tous. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 6e histoire. Bon, moi j'ai une histoire à rencontrer. L'histoire ne sera pas trop longue. D'abord, je salue tout le monde, tous ceux qui vont écouter vraiment ces vocales. Et bien, je t'encourage aussi pour tout ce que tu fais. Vraiment, ça nous sensibilise. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Bon, mon histoire se passe au niveau de la Côte d'Ivoire. C'est l'un de mes bons petits qui m'a rencontré. Qui m'a raconté cette histoire. Bon, moi, je vais l'appeler Jonas. Jonas, normalement, il vit à Abidjan, il fréquente à Abidjan. Il m'avait dit que bon, il partait juste pour les vacances chez son père, qui se trouve soit dans un village, puisque lui-même c'est un Baoulé. Il se trouve dans un village de San Pedro parce qu'ils avaient fait un campement là-bas. Donc, normalement, il devait aller à San Pedro. Normalement, il va à San Pedro. Et quand il partait, il m'a dit comme ça que bon, il a pris le véhicule et le véhicule a descendu à San Pedro-Ville. Maintenant, une fois que tu arrives à San Pedro-Ville, de San Pedro-Ville, tu dois emprunter maintenant une voiture pour arriver au village. Ben, quand il est arrivé tardivement. Il est arrivé tardivement, il voulait dormir voilà, à la gare et parti le matin. Ils sont venus l'appeler pour dire, avec ses cousins, tout ça, ils m'ont appelé pour lui dire, mais viens, tu peux entrer. À ce moment, le village est vraiment animé. Les gens sortent les bras, voilà, lever les palmes, tout ça là. Donc voilà, il faut venir, tu vas, voilà, tout le monde nous t'attend. Donc ils ont mis tellement la pression. Bon. Il a dit, bon, ok, bon, il va essayer de faire son possible pour partir. Donc, il a demandé au chauffeur, est-ce qu'il n'y a pas une possibilité pour s'approcher voilà, de son village. Là, lui-même, il sait comment il va se débrouiller pour arriver au village. Donc, effectivement, il est arrivé, il a vu, le chauffeur lui a dit, bon, ok, il n'y a pas de problème. C'est que sinon, on dépasse, on va te descendre quelque part là, et puis, bon, nous, on va continuer. Il a dit, il n'y a pas de problème. Que ça l'appelle de partout. Donc, voilà, il a emprunté, ils sont partis. Et juste au carrefour du village, et voilà, le chauffeur l'a descendu. Et ils ont continué. Donc lui s'est arrêté. Donc c'est lui maintenant qui devait partir. Voilà. Bon, il appelle son papa. Bon, il n'y a pas réseau parce que puisqu'il est en brousse, il doit traverser la brousse pour atteindre le village de l'autre côté. Bon, il dit effectivement, il avait une torche. Il avait même le portable aussi, la torche aussi du portable. Donc il partait, arrivé au moment, il a l'impression que la torche ne s'allume plus. Ça ne veut même plus s'allumer. Et il dit, il y avait les cris des trucs là, les grillons, quelques animaux, puisque c'était en brousse. Mais il dit, arrivé à un certain moment, tout est coupé. Les animaux ne crient plus, tout le coin est devenu calme, très calme. Il dit, lui, franchement, il a commencé à avoir peur. Il allume sa torche, sa torche aussi, il ne s'allume plus. Il prend maintenant son portable, la torche du portable ne s'allume plus. Bon, il dit, il avance. Puisque lui, il ne peut plus faire des minutes, il ne peut plus avancer, il ne peut plus reculer. Donc son destin est en ses mains. Donc il dit, ok, il va avancer. Il ne peut plus joindre ses parents aussi ne peuvent plus le joindre. Donc il dit, il avance. Il dit, au fur et à mesure qu'il avance, il a des frissons. Au fur et à mesure qu'il avance, il a des frissons.
Et de là, donc, il regarde de loin, il voit, il sent, j'ai une silhouette en blanc qui a arrêté. Bon, il dit il a peur d'avance, il arrête, quand il s'arrête, la personne aussi s'arrête. Il dit qu'il avance, la personne aussi avance. Donc il dit il a commencé à avoir peur, il avance, la personne aussi avance, il s'arrête, la personne aussi arrête. Donc il dit bon ok, de toutes les façons moi je suis déjà mort. Parce qu'ici là je ne vois pas, donc il s'est avancé. Il dit ce qu'il va voir, il va voir. Donc c'est avancé, il dit bon il a vu une femme pleine, tout blanc. Il dit tellement il était effrayé, il avait des pains en main même pour le village, les pains sont tombés. Donc il a ramassé les pains. Quand il a vu la femme, il lui a dit ah, bonsoir maman. La femme lui a lancé un tchou là et puis elle a passé. Dieu merci, la femme ne lui a rien fait. Il a dit qu'il a dépassé la femme. Quand il a dépassé la femme, il n'a pas regardé derrière même. Il n'a pas regardé derrière. Il a cherché à avancer, elle a avancé jusqu'à ce que voilà, tout d'un coup, il a commencé à entendre les bruits des animaux. La torche a repris vie. Le portable aussi a repris vie. Donc c'est là maintenant son père a pu le joindre. Bon, il a dit à son père qu'il est en route. Donc quand il est venu, son père a cherché à le trouver. Son père est venu, ils se sont croisés. Dès que son père est venu, son père lui a dit ah, mais quand tu es venu, tu n'as pas croisé quelque chose. Il dit oui, effectivement, voilà ce que j'ai croisé. Une femme en tout blanc. Il dit ah, nous aussi on a mal fait, on a oublié et on ne devait pas te forcer. On ne devait pas te forcer. Que moi, je n'ai pas pensé à ça. Donc qu'est-ce que c'est le génie de la forêt? C'était comme si tu étais venu faire du mal à quelqu'un, là, le génie allait te tuer. Mais comme elle a vu ton cœur, tu n'as rien voilà, dans ton cœur. Donc, c'est ce qui a fait que, bon, on va t'a laissé partir. Sinon, le plus souvent, ceux qui l'ont croisé, qui sont morts, c'est ceux-là qui ont quelque chose au cœur. Ah, je quitte ici, je vais faire du mal, voilà. Et depuis, son père même a dit plusieurs fois, il a croisé ce génie-là. Plusieurs fois, parce qu'ils sont passés chasseurs. Très tôt, souvent, quand ils vont en forêt. Voilà, il croise ce génie et d'autres aussi l'ont croisé, mais elle ne fait rien. Mais si ce jour-là, tu as quelque chose de mauvais, là, voilà, tu as signé ton arrêt de mort. Donc c'est un peu ça, je voulais raconter cette histoire. Mais j'ai encore bien d'autres histoires. Voilà, j'ai encore bien d'autres histoires, mais c'est un peu ça. Et vraiment, du courage DMG pour tout ce que tu fais. Voilà, pour la sensibilisation. Que le Seigneur te bénisse. Voilà, et bonne soirée à vous. Merci beaucoup pour l'histoire. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que tu as aimé la vidéo d'aujourd'hui. Sinon, laisse un commentaire, like, partage. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. On se prend demain 12h pour une nouvelle vidéo. Ciao.